Je vais débuter directement avec le sujet du jour, qui est le fameux croisement de bras pour le langage corporel. Ben, salut Annabelle, le langage non verbal. Le fameux mythe qui dit que c'est un croisement ça représente une fermeture chez l'individu. Est-ce que c'est vrai ou pas? Bon, déjà dans ma réponse, on voit que l'utilisation du mot mythe dénote que finalement c'est probablement pas vrai. En fait, la réponse, excusez-moi, j'ai des messages qui me pop-up un peu partout, je les ferme. Si vous avez une solution pour m'empêcher de faire ça toutes les fois, ce sera apprécié. Qu'est-ce que j'étais en train de dire déjà? Oui, c'est ça, c'est que la réponse, elle est mitigée. C'est qu'en fait, parfois, ça représente une fermeture et d'autres fois, non. Maintenant, salut Jérémy, comment est-ce qu'on fait pour départager ça de façon rationnelle si un croisement de bras représente la fermeture ou pas? Ben, c'est justement, la synergologie, c'est ce qu'elle permet, c'est de départager ça de façon rationnelle au lieu de se fier uniquement avec l'intuition. Euh, Déjà, en partant, le mot fermeture, j'aime plus ou moins ça. Ce que ça veut dire, finalement, c'est que la personne est réceptive ou elle ne l'est pas. Puis, donc, on cherche à savoir, c'est est-ce qu'il y a un manque de réceptivité lorsque l'individu se croise les bras ou pas. Bon, j'y vais tout de suite avec les indices corporels, les marqueurs corporels sur lesquels se fier pour savoir si ça représente une fermeture. En fait, c'est que moi, dans mes formations Synergo, j'offre une liste de 6 items, 6 marqueurs corporels sur lesquels se fier. Aujourd'hui, je vais en montrer 3. Quand même, c'est pas une formation, je veux pas qu'on rentre trop dans les détails, mais qui vous donneront quand même une longueur d'avance à savoir comment rationaliser notre intuition. Salut Clément. Salut Jérémy. Je sais pas si je te l'avais dit, Jérémy. Donc, je vais avec le premier. Le premier, bon, là déjà, avant d'entrer dans ces éléments-là qui sont très concrets, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas de liste. Ils sont pas plus importants ou moins importants un que l'autre. Ils ne sont pas dans une liste priorisée. Donc, je vais les nommer. Puis, ce qu'il faut savoir, c'est que plus on en accumule, plus il y a des chances que la personne soit dans un état non réceptif. Donc, un seul item, un seul marqueur corporel ne veut pas dire nécessairement que la personne est non réceptive à ce moment-là. Mais lorsqu'on commence à les cumuler, on peut commencer à se questionner sérieusement sur la réceptivité qu'a notre interlocuteur, notre client à ce moment-là. Donc, le premier item, je débuterai avec la hauteur des croisements de bras. Je vais baisser un peu la caméra ici. Donc, ce qu'on dit, c'est que ce qu'on observe finalement, c'est que plus les bras sont croisés haut sur la poitrine, plus c'est un indice marquant de non-réceptivité. Donc, il y a une différence entre se croiser les bras comme ça sur la poitrine et comme ça. C'est vraiment aussi révélateur un peu d'un état de protection. Si on veut, on fait une coupure avec l'autre. Puis c'est logique que plus on protège le torse, plus ça représente une non-réceptivité. Donc ça, c'est le premier marqueur. Salut, Michael. Deuxième marqueur, ça pourrait être pas ça pourrait être, c'est la contraction des trapèzes supérieurs. Bon, en jargon un peu moins anatomique. Pour les entraîneurs, c'est le shrug finalement. Sinon, pour le commun des mortels, on peut dire les épaules qui lèvent. Donc ça, c'est le deuxième indice. Remarquez que les deux marqueurs que je viens de nommer peuvent se faire de façon dissociative et ils peuvent être présents ensemble comme pas. Parce qu'il est possible que je croise les bras très haut sur la poitrine et que je n'ai pas de contraction supérieure, des trapèzes supérieurs. Comme il est possible que j'ai une contraction des trapèzes et que mes bras ne soient pas croisés très haut sur la poitrine. Mais c'est possible de faire les deux. Là, remarquez comment je commence déjà à avoir l'air plus fermé. Je vais nommer salut Luce, salut Véronique. Je poursuis. Je vais nommer le troisième item. Le troisième item, c'est, bon, en jargon, encore une fois, anatomique, c'est lorsqu'il y a une des mains qui est en pronation et en flexion extrême du poignet. Autrement dit, lorsqu'une main fait un stop sur le biceps comme ça. Donc, si j'ai la main comme ça, c'est un stop. Là. C'est vraiment pas une contraction musculaire, donc ça représente pas une non-réceptivité. Par contre, si je fais un stop comme ça, que les doigts pointent vers le haut, qu'il y a vraiment une tension musculaire, c'est un autre des marqueurs de non-réceptivité chez un client. Donc, si on additionne les trois, un avec l'autre, la contraction des trapèzes supérieurs, la hauteur des bras, puis le stop sur le biceps, si on veut, déjà en partant, j'en représente uniquement 3 sur le moment
est-ce que j'ai l'air vraiment ouvert à la discussion, réceptif à vos propos de cette façon-là? Puis là, c'est sans changer mon visage, là, parce que ça aussi, c'est d'autres indicateurs qu'on additionne dans les formations. Mais ces seuls indices-là permettent déjà de concevoir, de constater fortement qu'il y a de bonnes chances que notre interlocuteur, le client, ne soit pas réceptif à nos propos. Comme je disais tantôt, de les décortiquer, lorsqu'il y en a seulement un, ça ne veut pas dire que c'est un manque de réceptivité, mais lorsqu'on les additionne, ça devient un peu une évidence. Puis avec les observations empiriques qu'on a faites, c'est justement corroboré. Salut Dave. Pardonnez-moi, j'ai soif. Bon, ceci dit, en 8 minutes, j'ai déjà abordé le sujet que je voulais. C'est un peu ce que je voulais faire aujourd'hui parce que j'avais vraiment beaucoup de questions en privé. Premièrement, je voulais rendre ça très interactif aujourd'hui parce que les gens, je pense qu'ils aiment ça, poser leurs questions et que j'y réponde en live. Mais j'avais déjà plusieurs questions qui me provenaient du niveau 2, pas du niveau 2, du live numéro 2 que j'ai fait la semaine dernière et que j'aurais pu répondre en privé, mais je trouvais que tout le monde bénéficiait de la réponse. Donc, je vais commencer avec ces questions-là, mais je vais commencer même d'abord avec les deux questions que les personnes ont posées. Je vous invite déjà à noter vos questions déjà dès maintenant pendant que je réponds aux autres questions. Donc, Pierre-Olivier Velstock qui nous demande Allô, j'avais une petite question justement. Il est souvent mention de micro-démangeaison et je me demandais comment on pouvait différencier une micro-démangeaison d'une démangeaison. L'autre volet à ma question est si la personne a un problème de peau, eczéma, urticaire, psoriasis, etc. Est-ce que cela peut biaiser notre analyse ou si nous ne savons pas que l'autre a un problème cutané? Bon, justement, les deux, je vais répondre aux deux volets dans le fond. Le module des micro-démangeaisons est un module en soi. Finalement, c'est un des indices, un des éléments corporels, une des dimensions du langage corporel en soi. C'est quand même assez gros. Déjà, à la base, justement, c'est une excellente question parce que la première explication qui se doit d'être faite, c'est quoi la différence entre une démangeaison et une micro-démangeaison? C'est une expression qu'on entend régulièrement en non-verbal, en synergologie, mais on ne sait pas à quoi on a affaire. Bon, une démangeaison, c'est lorsque dans les deux cas, ça nous pique pour vrai. C'est pas une invention, on se gratte pas pour le plaisir. On ressent vraiment une sensation de picotement ou de démangeaison, c'est-à-dire. Donc, ça picote, ça pique. Maintenant, une démangeaison, on va se gratter de façon vigoureuse. Ça pique, on a l'impression que ça pique vraiment. Ça fait du bruit, c'est long, c'est vigoureux comme mouvement. C'est souvent plus gros. Puis particulièrement, c'est la plupart du temps fait avec les ongles, parce que les ongles sont une partie du corps qui gratte très bien, qui finalement arrache des pellicules de peau morte. Je veux pas écœurer le monde à matin, mais c'est relativement la fonction primaire des ongles lorsqu'on se gratte. À l'inverse, une micro-démangeaison, c'est une démangeaison qu'on a. La personne se touche le visage, mais justement, il manque vraiment beaucoup de vigueur dans ce mouvement-là. Puis, c'est fait de façon souvent moins longue, moins prononcée, donc il y a moins d'amplitude. Puis, c'est la plupart du temps fait avec le bout des doigts au lieu des ongles. Donc, souvent, ce qu'on voit, c'est que les gens ne font que se toucher. Comme ça, par exemple. C'est une micro-démangeaison. Je me suis pas gratté, là. J'ai touché mon nez, ça, tu sais. En aucun cas, ça pouvait être vraiment un problème cutané. Tu sais, lorsqu'on a du psoriasis, pour répondre à au deuxième volet de ta question, Pierre-Olivier, c'est que le psoriasis ou tous les problèmes de peau associés, l'eczéma, l'urticaire, on va se gratter, puis ça, on a le goût de se gratter pendant 20 minutes là, jusqu'à en faire des gales de sang. Là. Mais de toute façon, même 5 secondes, c'est long comme démangeaison. Une micro-démangeaison, c'est vraiment ça. Ça. Même si je le faisais 2 ou 3 fois, faire ça, c'en est une. On se gratte pas vraiment, c'est encore une fois le bout des doigts. Ça peut être aussi fait avec le revers de la main. Donc ça définit bien une micro-démangeaison. Puis, dans le fond, ça répond à tes deux questions, je pense, Pierre-Olivier, parce que c'est la façon dont un peu départager si c'est une démangeaison d'une micro-démangeaison. Maintenant, je vais y aller avec un bonus, je vais vous gâter, tiens, mais je vais faire ça vite parce que le temps avance puis il y a beaucoup de questions. Je vais pas nommer la signification de chaque micro-démangeaison, on n'entrera pas là-dedans parce que c'est vraiment le but d'un module en formation, mais ce que je peux dire, c'est que pourquoi à ce moment-là est-ce qu'on ressent un picotement, une sensation de démangeaison, et puis qu'on ressent le besoin de se gratter? C'est que en fait, il est démontré par plusieurs études
qui utilisent les IRM, l'imagerie à résonance magnétique, que on voit que dans le cerveau, il y a vraiment, lorsqu'une émotion nous traverse et qu'on est contrarié, on voit qu'il y a un changement de conductivité locale dans la peau. Donc, c'est-à-dire que sur cette zone-ci bien précise, par exemple, telle émotion me traverse et elle me contrarie, pouf, il apparaît un changement de conductivité locale. C'est démontré, là, c'est vraiment scientifique. Le seul fait de toucher cet endroit-là précis, cette zone locale-là, enlève, finalement, fait revenir à la normale la conductivité de la peau, localement. Donc, finalement, c'est un peu comme si j'appuyais sur un bouton reset. Il y a un point qui me dérange sur mon corps, ou un peu comme si j'effaçais sur un tableau ce qui me dérange. T'sais. Pouf, ça pique plus après. Là. Donc, on sent que ça pique, on se touche, ça pique plus. C'est ça, le microdémangeaison. Maintenant, ils ont des significations très, très, très précises. Puis, déjà, vu qu'on est dans le sujet, on entend souvent aussi lorsque quelqu'un se gratte le nez, c'est qu'il ment. Il faut savoir en synergologie, on a classifié 15 points différents sur le nez. C'est beaucoup 15, là. C'est pas gros le nez quand même, là. Puis ils ont des significations vraiment très, très, très différentes l'une de l'autre. Parfois, ça joue entre une faible nuance. Parfois, c'est vraiment la différence entre l'individu se sent curieux, voudrait en savoir plus, et l'individu rejette. C'est énorme quand même, là. Donc, on peut pas dire sur le nez c'est un mensonge, sur le nez c'est un rejet, sur le nez c'est la curiosité. C'est vraiment propice à la zone. Puis il y a d'autres règles de lecture à ça. Je poursuis. J'espère avoir bien répondu à ta question, Pierre-Olivier. Dave Marois, est-ce que dans les formations, tu pousses un peu niveau neuro à savoir pourquoi telle réaction non verbale signifie quelque chose? Nous, Dave, ce qu'on fait en synergologie, c'est qu'en fait, on n'a pas le devoir de d'appuyer nos fondements, nos théories sur de la science. On n'a pas ce devoir-là. Personne ne nous oblige à faire ça. Par contre, ce qui est intéressant, c'est d'aller chercher des validations externes, comme par exemple dans le champ de la neuroscience. Un peu comme j'ai fait tantôt, il y a quelques instants, avec les microdémangeaisons qui sont démontrées par des études qui utilisent les IRM. Ça, c'en est une validation externe qu'on peut utiliser pour appuyer notre théorie qu'on avait déjà de toute façon. Sauf que c'est le fun d'avoir euh, la neuroscience qui nous appuie sans le vouloir là-dedans. T'sais. Donc, on ne pousse pas, moi je pousse pas côté neuro. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'observation empirique surtout, c'est de savoir est-ce que ce que j'ai appris, ça fonctionne, puis ce qui fonctionne, de le transmettre en connaissance, puis que mes étudiants, mes participants puissent s'en servir professionnellement de façon adéquate, interpréter correctement le langage corporel. Donc ça, c'est d'une part. Puis je me demandais comment le codage en synergologie a été défini. Excellente question. Est-ce que ça a été défini par observation empirique uniquement ou c'est fondé sur des théories et connaissances de la logique neuromusculaire et la physiologie dans l'ensemble? Ou bien les deux? Bref, comment la synergo définit le parallèle entre un mouvement et un état d'esprit, émotion? Ça, c'est vraiment une excellente question. C'est sûr que je vais y répondre du mieux que je peux, mais c'est sûr qu'on peut pas entrer en profondeur là-dedans. C'est tellement une question intéressante que ça pourrait faire le sujet d'un live de 2-3 heures uniquement à parler un peu de la scientificité et de la méthode scientifique qu'il y a derrière la synergologie, parce qu'il y en a une en passant. Mais je vais tenter d'y répondre de façon très résumée, très abrégée. Puis aussi, il faut dire qu'il y a des gens qui nous écoutent qui sont pas dans le domaine du tout de la physiologie, de l'anatomie, de la science, peu importe physique ou mentale. Donc, je vais essayer de ne pas trop endormir ces gens-là non plus. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que à la base, en synergologie, que ce soit défini comme une science, une pseudo-science, une discipline scientifique, ça importe un peu. Nous, ce qui nous importe, c'est de savoir qu'on utilise des démarches, des outils, des méthodes, des techniques qui proviennent tous du champ scientifique. Donc, en utilisant une démarche scientifique, nécessairement, ça ajoute une force scientifique. Maintenant, est-ce que c'est reconnu universellement du milieu de la science? Non. Mais ça, tu sais, ça nous importe un peu. C'est pas ça le but. Le but, c'est pas de s'asseoir sur nos lauriers et de dire qu'on a raison. C'est de découvrir de plus en plus qu'est-ce qu'il y a en arrière du langage corporel parce qu'il y a des significations. C'est intéressant de pouvoir y répondre. Puis comme on est à des années-lumière des études dans ce milieu-là, parce qu'il y en a qui sont faites, moi je les trouve très insatisfaisantes, puis ça démontre seulement ce qu'on a découvert il y a 25 ans en synergologie. On est vraiment plusieurs décennies en avance, si c'est pas plus.
Ça va être très, très, très long avant qu'il y ait des études. Puis il y a des raisons à ça, là, on pourrait en parler justement dans un autre live, mais c'est ça, je ne veux pas embarquer trop là-dedans. Mais il convient quand même de dire qu'on fonctionne par triangulation des méthodes scientifiques. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est que en synergologie, à ce que je sache, même il y a 3 ans, parce que là, j'ai arrêté un peu de suivre ça, moi, j'ai un esprit critique, j'aime la science, mais je ne me ressens pas justement le besoin de débattre toujours de la scientificité de la chose. Mais ce que je peux dire, c'est que à date d'il y a 3 ans, on utilisait 13 méthodes scientifiques pures pour qui étaient possibles d'être utilisées dans le champ synergologique pour faire valoir, valider nos connaissances, nos acquis. Maintenant, ces 13 méthodes-là sont croisées régulièrement. Ça ne veut pas dire qu'on utilise les 13 du même coup, loin de là, pour valider un seul item, sauf que 1, 2, 3, 4 méthodes scientifiques peuvent se croiser pour valider, renforcer encore plus la démarche scientifique qu'il y a derrière ça. C'est un peu de cette façon-là qu'on fonctionne. Si tu veux du concret, Dave, rapidement, là, la première étape en synergologie a été de faire quelque chose qui avait jamais été fait dans la communication non verbale, dans le langage corporel. Ça a été de se créer, de segmenter le corps en parties. Puis une fois qu'il a été segmenté, de définir, de bien séparer chaque mouvement corporel dans une communication, puis de lui créer une nomenclature, c'est-à-dire un code. Puis lorsque ce code-là a été établi, on a créé une grille avec ça. Cette grille-là, elle contient 1700 codes, je crois, à ce jour. Si on enlève toutes les variantes, des variantes, des variantes, il y a facilement 1200 codes, 1250 codes, je crois, qui sont différents l'un de l'autre. Puis, donc ça, on a créé une liste de 1700 codes. Puis cette liste-là, on appelle ça un étogramme. Cet étogramme-là, on l'a numérisé. C'est-à-dire que pour chaque code, il y a une signification. Mais avant même d'arriver à la signification, ce qui est arrivé, c'est que on a pu apposer plusieurs dizaines de vidéos pour un seul élément, un seul item qui convenait à ce code-là. Si je donne un exemple, micro-démangeaison du sourcil droit vers l'extérieur. Pouf, c'est un code. Là, on emmagasine 20, 30, 40, 50, 60 vidéos là-dessus. Puis ce qu'on voit, c'est que selon le contexte, ça semble à, par exemple, 93% statistiquement dire que c'est je veux me remémorer une image qui m'est extérieure. Bon, ça pourrait être ça, tu sais. Puis donc ça, c'est et de un, la classification, et de deux, la duplication, c'est-à-dire que en dupliquant des vidéos, en les mettant un à côté de l'autre, en ayant plusieurs comme ça, on a pu établir des horizons de sens, des significations. Donc, c'est ça, je ne veux pas rentrer trop là-dedans. Ce qu'il faut dire aussi, en terminant ta question, c'est que nous lions aussi le langage verbal au non-verbal. C'est super important parce que si on ne tient compte que du langage corporel et pas du tout du langage verbal qui est émis au même moment que le geste, ben ça perd tout sens du contexte. Donc, il faut prendre en compte le verbal pour ça. Puis, évidemment, il y a les observations empiriques qui sont faites de plusieurs façons. J'espère que ça répond un peu à ta question, Dave. Bon, allez-y avec vos questions, ne vous gênez pas. Il y a de la place pour tous. Sinon, pendant que les autres questions continuent d'entrer, je vais répondre à quelques autres questions qui m'avaient été posées. Une de mon ami Alexandre Duval, qui est venu faire le niveau 1 Synergo l'an dernier. Il m'avait demandé, lors du dernier live, j'avais trouvé ça un peu cocasse, est-ce que tu as séduit ta blonde avec le Synergo? Bon, la réponse est non, évidemment. Ce serait très comportementaliste, manipulateur de faire ça. Mais ce que je peux dire, c'est que il y a quand même des choses que j'ai remarquées lors de notre first date, de notre première rencontre, qui proviennent de la synergologie, qui m'a amené à penser que ça pourrait marcher parce que c'était très, très, très révélateur. Bon, entre autres, je les nommerai pas toutes, mais il y a quelque chose qui m'a vraiment frappé, c'est que notre first date était au restaurant, ça a duré 3 heures, et puis on était en position en avant de notre chaise, au centre, comme ça. Ça a duré 3 heures. On a été les deux dans cette position-là. Ça, c'est la position qui est reliée à l'intérêt. Donc, c'est associé vraiment à l'intérêt pur. Tu sais, ça part bien. Bon, là, en plus, quand tu as beaucoup d'items de joie, puis des trucs comme ça aide vraiment. Mais non, je n'ai pas séduit un blonde avec la Synergo. Par contre, je voyais des trucs comme j'en vois tout le temps. Posez vos questions, les amis. Il en manque, c'est trop de blanc. Je ne sais pas si j'avais dit bonjour à Hugo.
Bonjour Hugo, bonjour Diane. Bon, je poursuis avec une autre question de Caroline Canan qui m'avait demandé comment analyser et garder l'écoute active. Bon, j'espère vraiment qu'il va rentrer d'autres questions parce que je m'attendais à exploser la demi-heure aujourd'hui, tellement j'avais des questions en retard. Donc, ne vous gênez pas, posez-les, posez-les. Sinon, en attendant, bon, comment analyser une personne et garder son écoute active en même temps? Superbe question, Caroline. Je sais pas si j'en ai déjà parlé dans mes deux lives précédents, principalement dans le premier, parce que j'en ai parlé plusieurs fois dans des apparitions publiques et puis je ne sais pas si je l'ai noté. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en synergologie, la synergologie, c'est nouveau pour quelqu'un qui l'étudie, au même titre que conduire une automobile. Bon, donc il faut apprendre un volet théorique à ça. Puis une fois qu'on a acquis les notions théoriques, il faut pratiquer en zone terrain, qui est l'équivalent de conduire son automobile une fois que le test théorique a été posé, passé, c'est-à-dire. Donc, il faut vraiment avoir une certaine pratique en zone terrain avant que ça devienne naturel. Parce que conduire une voiture après 2 ans, il n'y a plus rien d'artificiel, de difficile, de laborieux, de robotique. Là. Ça se fait, c'est procédural, ça se fait de façon automatique dans notre cerveau. On pense quand mettre notre clignotant, puis quand freiner, quand tel truc, comme ça. Ça se fait tout seul. Bon, la synergo, c'est un peu pareil. Ben, c'est vraiment pareil, finalement. C'est que on est obligé de passer par une analyse qui est un peu plus robotique dans laquelle, pendant quelques semaines, quelques mois, moi, je dis aux étudiants, chaque niveau chez Synergo, c'est 4 semaines de pratique en zone terrain. Après 4 semaines, vous devriez amplement, si vous l'avez appliqué, commencer à ce que ça se soit de plus en plus naturel et de moins en moins être absent de ce qui se passe, donc en mode analyse. Puis ce qui se passe au bout de ces quelques semaines-là ou ces quelques mois, la période que ça vous prendra, c'est qu'une fois que c'est devenu naturel, Caroline, on n'a plus besoin d'analyser. Moi, je ne suis plus jamais, rarement en mode analyse. Le seul temps où je le suis, c'est lorsque je suis extérieur à la communication, c'est-à-dire qu'il y a une interaction entre deux personnes, soit à la télé, soit au restaurant, soit dans des 5 à 7 d'affaires ou peu importe. Là, je peux me permettre d'observer les gens, d'être vraiment extérieur. Là, je suis en mode analyse, mais je ne suis justement pas dans la relation. Lorsqu'on est dans la relation, on veut pas que ça se produise, mais il y a un petit passage obligé pour que ça devienne acquis toute notre vie après et puis que justement, on n'ait plus à tomber en mode analyse. Puis qu'est-ce qui arrive quand ça devient naturel, après ces quelques mois-là, ces quelques semaines-là, c'est qu'on n'a plus besoin d'être en mode analyse et il y a c'est pas qu'on voit nécessairement toujours tout, c'est qu'à un moment donné, on parle dans l'interaction, le client nous parle, puis on voit un élément du langage corporel qui sort vraiment de l'ordinaire, qui est soit illogique, soit bizarre, soit qui accentue vraiment un propos, qui nous en dit long sur ce qui est en train de se passer là dans le contexte. Ça nous saute aux yeux comme un chevreuil qui traverse la rue quand on conduit un véhicule. On pourrait appeler ça un drapeau rouge, appelez ça comme vous voulez, mais c'est quelque chose qui, une fois qu'on est formé et que c'est rendu naturel, après un moment, ça nous saute aux yeux. On peut pas passer au côté. Puis c'est sur ce truc-là qu'il va être important d'adapter son intervention. C'est ce que faut arriver à faire, c'est ce que je considère comme ma force chez Synergo, comme pédagogue, à vous enseigner. Il faut arriver à faire ça de la façon la plus concise, la plus courte possible et la plus efficace, tout en restant dans l'interprétation juste, la plus juste possible de votre client. J'espère que ça répond à ta question, Caroline, mais il est absolument pas question d'exclure la relation de l'analyse, sauf pour le temps de pratique, le court temps de pratique. Dites-vous que plus vous appliquez, plus vous êtes dans ce focus-là, moins que le temps va être long. Tu sais, ça peut se faire en 3 semaines. Donc, 3 semaines pour acquérir des notions extrêmement efficaces, extrêmement utiles et pertinentes pour vos clients tout au long de votre vie professionnelle, c'est quand même peu payé. Ginette, bonjour Ginette, est-ce que quelqu'un qui fait de l'embonpoint, qui peut pas se croiser les bras plus bas, peut fausser le jugement? Absolument. Et c'est la raison pour laquelle, parce que là, pour vous imaginer un peu la chose, ben c'est sûr que lorsqu'on est plus gras, tu sais, si j'ai une grosse bedaine, je peux pas vraiment aller plus bas parce que là, je vais devenir de moins en moins croisé, tu sais. Mes bras vont être comme ça. Mais justement, c'est la raison pour laquelle il ne faut pas se fier qu'à un seul item corporel, un seul élément du langage corporel pour créer
un jugement. D'ailleurs, il faut jamais créer de jugement, c'est une interprétation, mais c'est la raison pour laquelle plus on additionne les éléments dans le croisement de bras, plus ça devient, il y a de plus en plus de chances que ce soit près de la vérité, en se gardant une porte ouverte. Hugo, du coup, une fermeture des bras simple, sans stop, sans shrug et pas très haute, signifie quelque chose de précis? Hey, merci Hugo. Très, très, très bonne question. J'avais oublié de mentionner ça. En fait, c'est que ça peut, premièrement, la personne peut avoir froid, ça se peut. Lorsque l'environnement est froid, ça se peut qu'on fasse ça. Mais ce que je vois très, très, très souvent, c'est que c'est une écoute intéressée, une écoute confortable. La personne peut être comme ça, tu sais, être très, très, très intéressé. Comment j'en suis venu un peu à cette conclusion-là, c'est que je faisais tout le temps ça. Puis en formation, dans toutes mes formations dans lesquelles j'ai fait, j'étais super intéressé au sujet, au formateur. Puis là, pouf, je tombais en croisement de bras. Puis j'écoutais, j'étais super intéressé. Je voulais de l'information. Puis là, tu sais, je me disais, crime, ça se peut pas que ça représente la fermeture, c'est complètement ridicule. Bon, mais c'est une des choses que ça peut vouloir dire. Maintenant, c'est ça, écoute intéressée, écoute confortable, la personne peut avoir froid. Là, il peut avoir plusieurs choses aussi, là, tu sais, pour le genre féminin, ça peut être de tout simplement se cacher certaines parties de son corps parce qu'elle est pas à l'aise avec la personne. Il y a une crainte, il y a une peur, il y a une gêne. Ça peut être plein de choses comme ça. Ça peut être aussi de la protection. Donc ça, c'est d'autres trucs que ça peut vouloir dire, mais c'est pas nécessairement négatif. Comme dans le cas de l'écoute confortable, l'écoute intéressée, c'est positif, là. Ce sera pas long. Je ferme les fenêtres. Donc, très bonne question, Hugo. J'espère y avoir bien répondu. Joël. Salut, Joël. La fermeture bras croisés, le stop de la main, les épaules relevées peut être utilisé pour démontrer à l'autre qu'on voudrait mettre fin à la communication argumentaire. Ben là, si je comprends bien ta question, ce serait de façon volontaire qu'on ferait ça. Ben si c'est fait de toute façon, que ce soit volontaire ou pas, c'est sûr que même si vous n'êtes pas formé en synergologie, vous l'avez vu tantôt, là, si je le fais, que ce soit volontaire ou pas, si vous êtes en train de me parler, puis je suis comme ça, puis qu'en plus j'ai le visage qui ça me tombe pas pantoute, là, tu sais. C'est sûr que oui, vous aurez pas le goût de continuer la conversation. Donc oui, ça peut être utilisé comme ça, mais ce qui arrive, c'est que souvent on n'est pas obligé du tout, ben même tout le temps. Le corps démontre comment on se sent à l'intérieur ou ce à quoi on pense, mais comment on se positionne, comment on se sent par rapport soit à la situation, par rapport à nous, à ce qu'on pense, ou par rapport à la relation. Donc, c'est toujours contextuel, mais le corps va toujours exposer comment il se sent intérieur. Finalement, c'est le reflet de ce qui se passe à l'intérieur. C'est ça, le langage corporel. Maintenant, c'est super important de faire attention à nos propos, de toujours marcher un peu sur des œufs, puis d'interpréter de façon la plus respectueuse possible, parce qu'il faut être conscient que nous aussi, on a un langage corporel, puis que il y a deux volets à ça, c'est que un, faut s'assumer, puis nous aussi, des fois, on est en fermeture, nous aussi, des fois, on est moins réceptif, nous aussi, des fois, on a une crainte, puis c'est pas nécessairement des choses qui sont verbalisées, mais qui sont visibles sur notre langage corporel. L'autre volet à ça, c'est que très souvent, beaucoup plus souvent qu'on le croit, puis ça prend des années d'expérience à se rendre compte vraiment de ça, c'est que souvent, le langage corporel de l'autre a presque tout à voir avec le nôtre. Donc, c'est sûr que si la personne n'est pas réceptive à mon propos, il y a des bonnes chances que je ne lui donne pas de chance d'être réceptive. C'est-à-dire que je peux être bête, je peux être plate, je peux être hautain, je peux être condescendant, ça peut être juste les mots utilisés qui font ressentir ça, mais il y a beaucoup de chances que je n'ai pas été capable de la mettre en confiance, cette personne-là. Donc, tu sais, déjà en partant, faut être humble, faut être capable de se dire, hey, là, je vois quelque chose, tu sais. Soit j'en tiens pas compte, puis on change de sujet, soit je mets la personne à l'aise parce qu'il y a quelque chose qui passe pas, là, puis il faut que ça passe si c'est un enjeu dans votre profession. Mais bonne question, Joël. Tu poursuis avec si oui, comment tu réagis face à cette fermeture? Ben là, c'est ça. Ça dépend de si tu es la professionnelle et que ton client se ferme à ça. Ben c'est ce qu'on enseigne aussi dans les formations là, qui est difficile à résumer en live là, parce que c'est trop court, mais il y a vraiment un monde en arrière de ça. Là, sur les lives, ce que vous voyez, c'est la pointe de la pointe de la pointe de l'iceberg. En formation, on extrapole. Premièrement, les vidéos démonstratives, les exercices, ça sert un peu à ça, mais c'est toujours contextuel. Moi, je donne un outil qui est universel pour tout le monde, mais cet outil-là, il est versatile parce que
Ça peut être utilisé par une massothérapeute, par un chiropraticien, par un entraîneur, un préparateur physique, par un coach quelconque, par un entrepreneur, par un conseiller en orientation, euh, par un... Tu sais, les possibilités sont infinies dès que vous faites affaire avec un client. Donc, ça dépend de votre enjeu contextuel. Est-ce qu'il y en a un, premièrement? Deuxièmement, qu'est-ce que vous voulez faire avec? Tu sais, lorsque quelqu'un se ferme à mes propos, lorsque c'est vraiment là, on voit vraiment une fermeture évidente, une non-réceptivité chez le client par rapport à tous les éléments qu'on a nommés et les trois autres qu'on n'a pas nommés. La personne, si elle a les six, il n'y a pas tant que ça matière à questionnement, là. Vous pouvez déjà vous dire, sans dire elle est non réceptive, vous pouvez vous dire, bon, ça donne pas grand-chose que je questionne parce que, évidemment, c'est, de toute façon, la personne est non réceptive. Maintenant, est-ce qu'il y a un enjeu par rapport à ça? Ben là, ça devient là votre rôle, tu sais. Si c'était pour une pacotille, on n'en parle pas, on en fait pas état. Si par contre, ça a toutes les chances de démantibuler, de détruire votre démarche professionnelle avec le client ou de la bonifier si vous intervenez de façon adéquate, ben là, oui, il y a quelque chose à faire. Mais dans tous les cas, quelqu'un qui est non réceptif à vous, c'est qu'il manque de confiance en vous ou en lui. Donc ça, il faut créer un contexte avec ça. Ça aussi, c'est enseigné au niveau 2 chez Synergo. Donc, j'espère avoir répondu de façon vague au moins à ta réponse, à ta question, Joël. Salut Nick, re-salut Hugo qui me dit merci. Les questions, envoyez-en. Là, il m'en reste seulement une en banque qui provient de Dominique. Salut Dominique. Bonjour, est-ce que c'est plus facile d'analyser la famille que des étrangers? Excellente question, Dominique. En fait, c'est l'inverse. Aussi stupide que ça puisse paraître, plus les gens nous sont proches, plus c'est difficile de décoder leur langage corporel. Pour la simple et bonne raison, c'est pas impossible, loin de là, je le fais quand même à journée longue avec ma famille, puis ma conjointe, puis mes amis, puis les collègues, etc. Sauf que il y a quand même une notion qui est importante, c'est que plus les gens font partie de notre cercle fermé, plus on est en relation profonde, intime avec ces gens-là. Donc, on est tellement dans la relation qu'on oublie à un moment donné de voir de repérer ces trucs-là jusqu'à ce qu'on voit justement le fameux chevreuil dont je parlais plus tôt ou du flag rouge, vous appelez ça comme vous voulez, mais de l'élément du langage corporel qui nous saute aux yeux. Puis là, il y a vraiment quelque chose à faire. Mais sinon, plus les gens sont proches, généralement, plus c'est difficile de bien repérer, de bien analyser, si on veut, les individus. Plus ils sont loin de nous, moins que la relation est profonde, est intense, moins que la connexion est créée, moins on crée de relations, donc plus c'est facile. J'espère avoir bien répondu. Amenez des questions, il y en a plus. Ne vous gênez pas, honnêtement, je prends toutes les questions qui arrivent. Hey, pour vrai, ben là, il était 35, je pourrais y mettre fin, mais je vais quand même vous donner la chance d'en apporter plus. Sinon, j'y mettrai fin. Donc, en attendant, s'il y en a pas d'autres qui rentrent, pour les autres questions, je vais y répondre, mais en attendant, je réitère que premièrement, le site web Synergo est sorti hier. Je l'ai pas annoncé parce qu'il me reste quelques trucs à rectifier dedans, mais il est sorti, donc synergo.com tout simplement. Vous pouvez suivre notre page Facebook Synergo, sur laquelle j'essaie d'être actif sans écœurer un peu les gens, sans blaser les gens en faisant des publications une fois par jour, là, oubliez ça. Donc, c'est 2 à 3 fois par semaine. Sinon, il y a sur Instagram, Syner_go. Il y a LinkedIn, sur mon propre nom, Manuel Constant. Mais surtout, je voulais un peu vous faire savoir qu'il y avait les formations maintenant en ligne. Synergo est rendu en ligne. Il y a la formation niveau 1 qui est en ligne sur le site Institut Neuroperformance. Merci à Nicolas Desjardins pour ce partenariat en passant, parce que ce qui arrivait, c'est que mon site Synergo ne permettait pas d'héberger des formations en ligne. Donc, j'ai fait passer ça, je les ai hébergés avec chez Institut Neuroperformance. Si tu veux mettre le lien, Nick, ce serait apprécié. Il y a aussi Expertise 360. Si vous vous demandez, là, ouais, là, les formations, ça me tente pas, parce que c'est quand même plusieurs centaines de dollars. Bon, tu sais, est-ce que ça va vraiment m'être utile? Bon, il y a aussi un aperçu d'une heure sur le site Expertise 360. Là, Expertise, ça s'écrit avec un X. Je vais mettre le lien plus tard. Donc, Expertise 360, vous allez dans les forfaits vidéo que vous pouvez visionner. J'ai un forfait vidéo d'une heure qui, comme j'ai déjà mentionné,
a environ l'équivalent de la moitié du niveau 1 qui se trouve en 1 heure. Là, vous allez me dire, c'est beaucoup, tabarnouche. Puis en plus, il est à 50%. Initialement, il est à 35 donc ça vous coûte 17 pour 1 heure, pour la moitié du niveau 1 finalement. Par contre, il y a un petit bémol à ça. Ça vous donne un excellent aperçu. Est-ce que je veux suivre le niveau 1 ou pas? Mais ça devient moins applicable parce que tous les outils pédagogiques ne sont pas présents dans cette heure de formation-là. C'est comme un condensé, un peu comme je fais là, mais pire, parce que là, c'est des notions concrètes. Là, bang, 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 je vous donne ça. Mais il n'y a pas de démonstration visuelle, il n'y a pas de cahier de cours, il n'y a pas d'exercice pratique, il n'y a pas d'échange, d'interaction entre le formateur et la personne. Puis donc c'est ça, donc ça devient beaucoup moins applicable, mais ça vous donne vraiment pour 17 là, tu sais, allez voir si ça vous intéresse là. Je comprends qu'on est pauvre ces temps-ci, mais pour 17 c'est dur. Oui, Dave qui demande, je vais répondre après à Dominique, mais Dave, les formations sont encore à 50%. Oui, pour toute la durée du confinement, je crois, parce que ça, c'est Expertise 360 qui gère le rabais, c'est pas moi. Encore une fois, mon forfait, il leur appartient, il est hébergé là. Puis 50%, le code promo, c'est COVID-19. COVID, je pense, en majuscule 19. Sinon, demandez-le sur Expertise 360 par Messenger. Ils vont se faire plaisir de vous... mais ça devrait fonctionner. Puis oui, ça devrait être pour la durée du confinement total, je crois. Je reviens à Dominique qui avait une deuxième question. Comment fait-on pour savoir... Merci Dominique pour tes questions, c'est apprécié. Merci à tous finalement. Merci pour votre écoute. Premièrement, avant que je l'oublie, si vous aimez les lives, allez aimer, cliquez tout de suite sur le bouton j'aime. Moi, ça me fait vraiment une grosse différence pour mon entreprise. Souvent, il y a beaucoup de gens qui écoutent puis qui oublient tout simplement de liker. C'est pas un reproche, mais des fois on oublie. Donc, Dominique, comment fait-on savoir si la personne a un tic nerveux? Ça, je ne peux pas répondre à ça ici dans un live. C'est vraiment trop complexe. C'est tellement complexe que je n'entre pas là-dedans dans mes formations Synergo qui, imaginez, sont déjà... il y a déjà quand même 6 jours de disponibles en formation Synergo. Là. C'est ça, c'est trop complexe. Ça fait un peu des fois partie du mensonge, donc à savoir si c'est un tic nerveux qui est pathologique, qui est neurologique, qui est un pathway, un neuropathway si on veut, ou si c'est vraiment une manie, une mythomanie ou qui fait partie du mensonge. C'est très complexe. Je peux pas entrer là-dedans. Mais bon, de façon simple, si un individu effectue un mouvement corporel de façon ultra fréquente, par exemple ça, puis je connais des individus qui le font, j'ai une personne en tête qui peut faire ça. Là, premièrement, c'est associé au rejet. Lorsqu'on frôle le bout du nez vers l'extérieur, le dessous du bout du nez, très important là parce que c'est une zone précise, le dessous du bout du nez vers l'extérieur comme ça, c'est un rejet. C'est pas très positif. Donc là, est-ce que c'est un rejet du contexte, de l'environnement, des propos qui sont... Ça peut être les propos que la personne émet pendant qu'elle parle ou les propos qu'elle entend que vous lui dites. Donc, c'est ce qui se passe la plupart du temps. À 90% et plus là, des cas lorsqu'il y a ça. Donc, la personne qui fait tout le temps ça à journée longue, puis moi, la personne que je connais, écoutez, je l'ai côtoyée pendant plusieurs mois, puis je sais pas, là, dans une journée, elle peut faire ça quelque chose comme 10 000 fois. Là. Je me demande comment ça n'est pas rouge en dessous du nez. T'sais. Là, oui, c'est un tic nerveux, mais il convient quand même de se demander comment ça se fait que c'est ce mouvement corporel-là qui est effectué parce que finalement, elle ressent quand même probablement une sensation de picotement pour faire ça. Puis cette personne-là, ce que j'ai remarqué, c'est que pour corroborer un peu le rejet, la non-réceptivité, finalement, c'est que c'est une personne qui est très bornée, puis qui pense elle-même être à l'écoute des gens, sauf que c'était une personne qui était très... puis là, il n'y a pas de chance qu'elle m'écoute, là, impossible, là, pour plusieurs raisons, là, donc je veux pas, je nomme pas de nom, puis je parle pas dans son dos, puis le but, c'est pas de le juger, c'est de mieux comprendre. Mais il y a une question à se poser. Lorsqu'un tel type nerveux est émis fréquemment chez une personne, est-ce que ça pourrait pas être associé un peu à son état d'esprit presque permanent par rapport à la signification de cet élément-là? Donc oui, cette personne-là était très... elle manquait beaucoup de réceptivité, puis c'était une personne avec qui c'était difficile de discuter, peu importe que la confiance soit là, elle justement était difficilement mise en confiance, trop de vigilance, puis bon, tu sais. Fait que finalement, elle rejetait la moitié de ce que le monde disait à journée longue, tu sais. Mais bon, ce n'est que mon interprétation. Si je ne questionne pas, je ne peux pas valider. Mais tu sais, des fois, c'est ça que ça fait l'observation empirique, c'est qu'avec les années, à un moment donné, il y a des choses qui deviennent
Mais ça reste une piste. Ce n'est pas, s'il n'y a pas d'enjeu, on n'en fait rien. Bonne question quand même. Diane Lapointe, bonjour Diane. Prochaine formation. Diane, j'aimerais que tu me dises, est-ce que tu parles des formations en présentiel ou en ligne? Parce qu'en ligne, c'est disponible en tout temps. Maintenant, en présentiel, malheureusement, à cause du COVID, du confinement, j'ai dû en annuler plein. Mais le niveau 1 était prévu, le prochain niveau 1 était prévu pour le 2-3 mai. Évidemment, je peux pas la donner. J'ai les mains liées parce que le confinement est jusqu'au 4 mai. Mais cette cohorte-là était déjà pleine. Elle s'est comblée parce que je plafonne volontairement à 6 participants par cohorte dans l'unique but le plus gros but de ça, c'est de créer une interaction maximale parce que je veux que les participants comprennent vraiment les notions. Il y a vraiment beaucoup de discussions, un peu comme on fait là, mais moins monologue parce que là, vous participez de façon verbale, pas juste moi. C'est le but premier des, des participants qui sont plafonnés à 6. Mais donc, c'est ça, la formation qui était prévue le 2-3 mai est reportée, mais de toute façon, elle est comble en ce moment-là. Donc, je voulais afficher une nouvelle date, mais comme je suis dans le néant total par rapport au confinement, je peux pas afficher de nouvelle date. Mais si tu es intéressé, Diane, contacte-moi en privé sur Messenger, puis je suis en live. Contacte-moi sur Messenger ou par les moyens nécessaires, les moyens qui sont disponibles sur ma page Facebook ou peu importe. Donc, ça peut être sur Messenger, ça peut être sur le Messenger de la page pro, Synergo. Ou sinon, je peux les afficher. Ben non, c'est ça, je préfère que tu me contactes parce qu'il y a quand même moyen que tu paies ton inscription là et puis que tu réserves ta place finalement dans la prochaine cohorte, le prochain niveau 1, excusez, qui aura lieu. Puis, dans le fond, ça assure ta place. Il y a juste 6 places. Les places partent vite. Puis des fois, ça mène dans plusieurs mois, voire un an des fois. Donc, si ça t'intéresse vraiment, Diane, contacte-moi en privé. On va se céduler quelque chose ou au moins on va en discuter. Puis en passant, Diane, je vois pas là présentement dans quel métier tu travailles, mais j'avais ouvert ma grande trappe lors de l'annonce du confinement obligatoire, et puis j'ai offert à toutes les personnes qui travaillent dans le milieu sportif ou de la santé, les formations en présentiel sont à 50% pour la durée du confinement. Ce qui veut dire, Diane, que si tu es vraiment intéressé, tu te dis, moi, je veux profiter du 50% parce qu'on parle quand même de 800 dollars à prix plein. Donc, ça tombe à 400 dollars à prix réduit à moitié. C'est quand même ultra intéressant. Tu peux même payer uniquement un dépôt de 150 dollars qui va faire comme, OK, j'assure ma place pour la prochaine cohorte et payer la différence de 250 plus tard lorsque la cohorte, 10 jours avant de la formation finalement. Donc, si tu es intéressé, c'est une alternative très intéressante. Mélanie Côté, je fais le 1 heure à moins de 20 pièces avec code promo COVID-19. Ah, ben super, Mélanie. Super. Donc, c'est ça, ça coûte même pas 20 dollars sur Expertise 360. Merci beaucoup d'avoir partagé le lien, c'est très apprécié pour 1 heure de contenu. Tu me diras ce que tu en penses. Bon, ben là, je vois déjà vraiment très intéressant, Mélanie. Merci. Euh, Dave, je veux dire tes formations. Qu'est-ce que tu veux dire par là, Dave? Les formations sont-elles encore à 50%? Si oui, c'est une date limite, ça veut dire les formations. Ben, c'est ça, les formations en présentiel, donc physiquement, là, qu'on se voit en personne, en présentiel, sont à 50% pour les gens du domaine sportif et de la santé si vous vous inscrivez présentement ou durant la durée du confinement. Dès que le confinement obligatoire est levé, ce 50%-là, ce rabais-là n'existe plus et elles sont au prix standard. Merci Dave, je viens de comprendre le sens de la question parce que c'est pas uniquement les formations sur Expertise 360, mais les formations en présentiel. Merci. Donc, Nick qui nous dit c'est l'heure de faire le cours complet, alors il dit ça à Mélanie. En effet, si tu trouves le contenu intéressant, c'est le saut logique à faire. Dominique, est-ce que la formation est reconnue, gouvernement ou autre? Non. Je dois être honnête là-dessus. Elle n'est pas reconnue pour deux choses. Ben, premièrement, parce que la synergologie, pour devenir synergologue, faut obligatoirement, pour avoir ce titre-là, aller à l'Institut de synergologie, soit québécois ou européen. C'est une course un parcours qui dure près de 3 ans, qui coûte environ 8 000 $ et il y a des études à faire aussi là-dedans, là, à la maison. Donc, si
Si ça t'intéresse de devenir synergologue un jour, puis de t'afficher, puis de faire un peu ce que je fais là, c'est la seule option possible. Mais si le titre ne t'intéresse pas, il y a justement les formations Synergo, mais personne ne peut devenir synergologue avec 3 formations de 2 jours. Là, tu sais. Moi, ce que j'ai voulu faire, c'est justement apporter, je veux pas dire créer une alternative pour les gens qui voulaient pas devenir synergologue, mais c'est un peu ça, tu sais. Je voulais apporter ça de façon pratico-pratique pour les personnes qui pertinemment n'iraient jamais euh, faire leur synergologie avec l'Institut. Parce que si vous êtes qui me disent qu'ils sont intéressés, je les pousse, je les urge à aller à l'Institut. Et c'est un beau cadeau à se faire. Les gens qui veulent pas le faire, bon ben, tu sais, vous avez quand même une alternative Synergo. Donc, pour cette raison-là, ce n'est pas reconnu. Et puis, pour le gouvernement, non, parce que écoutez, là, ça devenait un enfer bureaucratique pour moi là, de faire reconnaître ça. Parce que comme j'enseigne à plusieurs ordres ou professionnels différents, fallait que je me fasse reconnaître par tous les ordres. Tout le monde voulait une reconnaissance là-dedans, ça devenait un enfer. Je passerais la moitié de ma vie dans la presse, c'est vraiment pas ce qui m'intéresse. Donc, pour ces raisons-là, c'est pas reconnu du tout à date, sauf par Synergo, qui devient de plus en plus un gage de qualité. C'est sûr que dans 10 ans, si vous sortez votre certification Synergo, la plupart des gens, du moins au Québec, vont pouvoir faire « Ah ouais, OK, t'as suivi ça ». C'est un gros atout dans ton CV. Donc, c'est ça un peu la reconnaissance. C'est une reconnaissance maison. Je me demande, Mélanie Côté, je me demande, commandeur, le niveau 1 sur INP. En fait, pour répondre à ta question, Mélanie, c'est que le niveau 1, en présentiel, il est 2 jours de 6 heures, si on enlève le dîner. Là. Donc, ça fait d'une durée de 12 heures. Si vous les faites sur INP, dans le fond, online, en ligne, Nicolas pourrait peut-être y répondre. Là. Moi, je l'ai écouté, sauf que je me souviens plus, j'ai pas noté le nombre d'heures, mais ça devrait être sensiblement équivalent. Peut-être un petit peu moins long, vu qu'il n'y a pas de discussion. Donc, je dirais vite comme ça, environ 4 heures, si ça peut répondre un peu à ta question. Mais là, par contre, sur le niveau 1 INP, vous avez des outils pédagogiques. Vous avez le cahier. Vous avez même la possibilité de commander le cahier physique plus un outil pédagogique. Puis, vous pouvez même vous prendre des banques d'heures qui vous donnent accès à une conversation live avec moi pour poser toutes vos questions contextuelles sur la matière. Donc, Nick a un peu répondu. En cliquant sur le lien, tu vas voir le temps de chaque vidéo. Merci, Nick. Ah, merci beaucoup, Nicolas, qui vient de me répondre, qui vient de répondre à la question de Dominique, qui me demande, non, c'est Mélanie. Non, excusez-moi. Dominique, est-ce que la formation est reconnue? J'avais oublié de mentionner, au moins, elle est reconnue par la FKQ, par la Fédération des kinésiologues du Québec. C'est déjà ça. Si vous êtes kinésiologue, au moins, ça vous donne des crédits de formation. Merci, Nicolas, de me l'avoir fait penser. J'avais oublié ça. Parce que ça, c'est une démarche que j'ai dû faire une fois, puis qui est là pour toujours. J'ai pas de paperasse à remplir, pardon. Diane qui me répond qu'elle est orthothérapeute. Bon, je me souviens plus par contre, je te demandais ça tantôt. Mais j'espère t'avoir répondu correctement tantôt. Merci de la précision, Diane. Dave, voilà, tu viens d'y répondre en répondant à Diane. Merci. OK, Nicolas qui me dit, moi j'ai hâte qu'on filme le niveau 2 pour que je puisse le suivre moi-même. En effet, Nicolas, dès la fin du confinement, on termine le niveau 2 parce que là, il y a uniquement le niveau 1 qui est en ligne. Mais comme on peut pas le filmer, en période de confinement, on le fera dès que possible. Hey, c'est le fun, là, il commence à avoir de l'interaction des commentaires. Geneviève Albert qui vient d'arriver avec nous. Salut Geneviève! Donc, on peut réserver d'avance et dès que le confinement est fini, on va avoir les dates exactement. Niveau 1, 400$ si j'achète avant, 400$ si j'achète avant la fin du confinement. Oui, je te confirme ça, Geneviève. Si tu t'inscris dès maintenant, tu as accès parce que Geneviève est entraîneuse, le vrai mot, même si c'est pas beau. Donc, Geneviève est entraîneuse. Elle a accès aux 50% des formations. Donc, c'est 400$ pour toi si tu t'inscris live là. Puis, c'est ça. Ensuite, Nicolas, les cours de Synergo vont faire partie des cours obligatoires pour les 3 métiers que nous mettons en place avec vraiment Institut Neuroperformance, en effet, qui seront reconnus éventuellement. Gros projet en vue. En effet, je suis au courant un peu de ce que Nicolas Desjardins veut faire comme projet assez énorme, puis ça risque d'être cool. Ouais, une chance, t'es là, Nicolas. tu, tu veilles au grain. Annabelle Favreau, psychoposturologue, j'imagine que oui, elle parle à Nicolas. Donc, si vous avez
vous n'avez plus de questions, je devrais mettre fin au live qui vient de durer quand même 52 minutes. J'espère avoir bien répondu à la question. J'espère que le sujet du jour qui était les croisements de bras vous a plu. Je n'ai pas encore déterminé de sujet pour le live numéro qui va avoir lieu mercredi prochain, comme à l'habitude, à 10 heures, heure du Québec, 16 heures, heure en France. Si vous avez des idées de sujets, soumettez-les-moi. Sinon, moi, j'en ai à peu près à l'infini. On pourrait en faire vraiment longtemps comme ça, une fois semaine. Mais sinon, si vous avez vraiment un sujet de live que vous voulez voir aborder, allez-y, lancez-les-moi. Je vais attendre 30 secondes, voir s'il n'y arriverait pas d'autres questions. Je mettrai fin au live. En attendant, je vous dis merci. Si vous l'avez pas entendu tantôt pour une raison X, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime ou de commenter ou de partager. Faites ce que vous voulez, mais plus il y a d'interactions, mieux c'est pour mon entreprise. Donc, mieux je peux répondre à une quantité de personnes qui soit satisfaisante. Merci, merci, merci à tous. Honnêtement, merci pas à moi, merci à vous de vous y intéresser. Donc, c'est ce qui va mettre fin à notre troisième. Arrivez-moi avec des propositions en privé ou ici. Écrivez-les ici. Écrivez-les ici, tout simplement. Ça, les autres vont les voir, puis il va peut-être avoir des surenchères là-dessus. Donc, sur ce, merci beaucoup. On se voit mercredi prochain. Merci encore.